Cette semaine, ORLM vous propose la première partie de sa rétro 2014. Retour sur les 6 premiers mois de l'année marqués par les 30 ans du Mac et alors qu'Apple s'apprête à dévoiler iOS 8 et Yosemite, la concurrence fourbit ses armes, Samsung avec le Galaxy S5 et Microsoft qui dispose d'un nouveau patron, Satya Nadella. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette première partie de notre rétrospective 2014 d'ORLM et pour en débattre avec nous de ce qui a fait cette année l'actualité de la tech et d'Apple en particulier ici en plateau, le Benjamin de cette émission, mais également l'anthropologue du Mac, monsieur Paul Auroni. Bonjour Paul. Bonjour Olivier, ça va bien? C'est le lancement de première catégorie ça. Ah oui, c'est ça, ça n'a pas été trop dur Noël? Non, ça va, je suis en pleine forme, je suis à donf. Comme notre amie de la touche charme de cette émission, Fanny Bouton de Melty.fr et de Fanny'sParty.com. Bonjour Fanny, comment ça va? Bonjour Olivier, écoute, ça va, un petit rhume pour les fêtes. On est tous à égalité. Hein, non, pas moi. C'est pour ça qu'on fait le Mac a pris un peu de retard, question diffusion, on essaie de se rattraper. Autre habitué, autre historique de cette émission, il s'agit bien sûr de Cédric Ingrand de la chaîne Info. Bonjour Cédric. Salut Olivier, ça va bien? Ouais, en pleine forme, écoute, je me remonte tout doucement mais sûrement. Vous êtes tous malades, c'est terrifiant. Ouais, on n'a pas Monsieur X, on n'a pas Julien Jet de Clubic également qui se sont fait porter pâle ce soir. Autre historique pour clôturer la team de Refait le Mac ce soir. Il s'agit bien sûr de Rodrigo Sepúlveda Schulz, investisseur, podcasteur et entrepreneur. Bonjour Rodrigo. Salut à tous. Ça va bien? Pas trop mal. Bien, allez, on commence tout de suite par la rétrospective. Il n'est pas très loquace, il n'a pas encore sorti le whisky, je crois. Oui, il faut le laisser, c'est un diesel, Rodrigo, il va se chauffer. Allez, messieurs, dames, on commence tout de suite par la rétrospective 2014 et on commence par le début de l'année, le mois de janvier et les mois de février. Le début de l'année 2014 met à l'honneur le Mac avec l'arrivée en janvier du Mac Pro et la célébration des 30 ans du Macintosh. Apple est à la fête, les ventes de Mac cartonnent, mais son rival Microsoft est plus morose, avec le départ de Steve Ballmer en février, remplacé par Satya Nadella. Autre arrivée, autre rival, le Samsung Galaxy S5 débarque en force en marge du Mobile World Congress de Barcelone. Le fait marquant de ce début d'année, c'est bien sûr l'arrivée du Mac Pro. Il était très attendu, Cédric, et bonne nouvelle, Apple a réaffirmé sa présence sur le marché des professionnels, Cédric. Ils ont rassuré pas mal de monde à ce moment-là. Oui, parce que pendant longtemps, alors on était rassurés depuis la WWDC précédente, en juin, hein, quand il y avait eu ce petit teaser qui était sorti où on avait vu le monolithe tomber. Mais oui, c'était rassurant parce que le Mac Pro faisait partie de ces machines dont on se demandait si elles avaient encore un avenir chez Apple. Donc ça y est, c'est résolu avec une machine d'un format qui est forcément assez étonnante parce qu'avant ça, la seule vraie grande force du Mac Pro, c'était d'être upgradable. Hein. Tu pouvais tout changer à l'intérieur, changer de carte graphique, pourquoi pas faire évoluer le processeur. Ça, c'est fini. Mais maintenant, l'upgradability, elle se passe à l'extérieur du Mac Pro au travers de Thunderbolt. Thunderbolt bon, 2. Du coup, oui, si tu veux, ça change pas grand-chose honnêtement. Du coup, bon, c'est une magnifique machine, mais si tu lui rajoutes des guirlandes et des guirlandes de drive, etc., c'est une moins magnifique machine. Et puis le problème, en fait, c'est que bon, c'est une machine qui reste chère. Hein, c'est un truc qu'on achète pour vraiment se faire plaisir, parce qu'on a absolument besoin. Mais avec les générations successives de machines et de processeurs qui arrivent derrière, avec le recul qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'il vaut mieux acheter ça ou un iMac de dernière génération? On va voir, mais c'est pas gagné. Surtout qu'on verra que d'ici la fin de l'année qui va s'écouler, et ce sera plutôt dans la deuxième partie de l'émission, que des concurrents au sein même de la gamme Apple sont arrivés pour tailler des croupières en Mac Pro. Mais n'allons pas trop vite. Rodrigo, quelle était ta réaction maintenant à froid, un an après son arrivée de ce Mac Pro? On sait que tu es un grand fan toi, du Mac Pro puisque tu en utilises un ce soir. Est-ce que tu l'as finalement adopté ou ça reste superfétatoire? J'utilise le premier Mac Pro, moi, je te l'ai déjà dit, qui était lancé en 2006. C'est là-dessus que j'utilise en fait tous les enregistrements. Ce que j'aimais bien sur le Mac Pro, c'est que c'est une tour complètement modifiable sur laquelle on peut rajouter plein de choses. Moi, je l'ai totalement customisé depuis très très longtemps. J'ai plein de mémoire dessus, j'ai le maximum de disques durs dessus, j'ai des cartes graphiques supplémentaires, des extensions eSATA, etc. Le nouveau Mac me permet pas du tout de transposer tout ce que j'ai sur le nouveau Mac. Donc je serais obligé, si j'avais acheté ce nouveau Mac très compact, de tout réacheter en Thunderbolt et j'en vois pas l'intérêt. Ouais, il faudra vraiment que ça aille plus vite. Tu vas l'user jusqu'à la corde pour optimiser
simplement ton investissement depuis le départ. Hein. Et c'est aussi assez commun avec pas mal de monteurs professionnels ou sociétés de production. On le voit ici chez Victor Image qui nous accueille dans son studio chaque semaine. Eh bien, on essaie plutôt de valoriser les anciennes générations et ils ne se sont pas forcément tous précipités. On ne peut pas parler véritablement d'un raz-de-marée, Paul, autour du Mac Pro. Hein. Ce n'est pas un énorme succès commercial, mais il s'attendait à ce niveau de prix. Oui, on s'attendait à ce que ce ne soit pas la machine qui soit vendue par palette et par palette. Après, je crois quand même que pour une machine pro, elle a fait énormément parler d'elle et qu'elle a trouvé un public malgré tout. Peut-être pas encore spécialement chez les monteurs qui ont besoin d'énormément d'extensions, de boîtiers, de cartes graphiques, de cartes d'acquisition comme on connaît ici. Les photographes visiblement sont assez fans, mais comme tu l'as dit, il y a une nouvelle machine qui est sortie récemment qui est là effectivement pour capter une partie de ce marché. Fanny, toi aussi qui fais de la vidéo professionnelle et qui fait d'autres émissions par ailleurs, tu utilises quoi? Est-ce que c'est pas ça la tendance que j'ai au-dessus aujourd'hui, à savoir tout simplement d'utiliser un MacBook Pro pour monter aujourd'hui parce qu'on n'a pas forcément besoin d'une super station de travail comme le Mac Pro pour monter aujourd'hui? Ben, écoute, moi j'ai vu beaucoup de graphistes commencer à acheter ce MacBook Pro, ce Mac Pro. Ouais. Après, moi personnellement, avec les petites vidéos que je fais, je suis toujours sur le format à court, donc même si c'est lourd, j'ai beaucoup de gros disques durs, des 2 Tera que je balade partout avec des doubles backups de toutes mes vidéos et tous mes rushs. Mais en fait, je bosse avec mon MacBook Air dernière génération qui finalement fait très bien le job maintenant en termes de puissance. Ouais. Finalement, le fait marquant, Cédric, s'il y avait à retenir quelque chose et qui a fait plutôt plaisir ici à l'équipe dont on refait le Mac, c'est que c'était la première machine d'Apple qui est made in Cupertino, enfin qui revient du moins aux États-Unis pour l'assemblage. Oui, pour l'assemblage, ce qui est finalement avec le recul pas plus marquant que ça, parce que c'est de l'assemblage et comme vous venez tous de le dire, c'est sur des volumes assez mesurés. On ne prend pas trop de risques là, Cédric, c'est ça? Ouais, c'est ça. Le risque, c'est un peu comme quand, souviens-toi, Apple faisait le Nexus Q de sinistre. Google, tu veux dire. Et que lui avait été entièrement fabriqué, assemblé aux États-Unis, etc. Bon, c'est bien, on l'a jamais vu. Mais on voit bien que c'était pas encore l'amorce d'un mouvement, d'une lame de fond du retour du manufacturing aux États-Unis. Quoi, c'est une tentative, une stratégie d'Apple pour faire du politiquement correct, de dire regardez, on reproduit aux États-Unis? Non, pas forcément, mais l'histoire, c'est que le surcoût dans l'assemblage, il est très très mesuré. Ouais. Tu vois, si mes souvenirs sont bons, l'assemblage d'un iPhone ou quelque chose de ce genre, c'est de l'ordre de $10. Alors c'est vrai que sur le marché de la téléphonie, où les marges restent quand même confortables, mais où la concurrence est très dure, $10, ça peut vraiment faire la différence. T'imagines, le prix de l'assemblage d'un Mac Pro, c'est quoi? Ça doit être, c'est peut-être $10-20. Ramené au prix de la machine, ça s'oublie assez aisément. On va voir dans les mois qui suivent, ou l'année qui vient, si Apple va poursuivre dans cette politique de faire revenir les usines de production dans la Silicon Valley, ou du moins aux États-Unis, pourquoi pas en Europe. On sait qu'en Irlande notamment, il y a quelques années une usine d'Apple. On verra si ce type de produit, le MacBook Pro que j'ai ici, ou ce type de produit, l'iPhone, aura droit aussi à une production locale. Ils le font dans certains pays, comme notamment en Argentine ou au Brésil. On oblige une production locale si on ne peut pas vendre le produit. On va voir si Apple va suivre dans cette stratégie-là. Autre moment fort de ce début d'année, toujours du Mac. Le Mac était vraiment à l'honneur en ce début d'année 2014. Avec les 30 ans du Mac, ce fut une vraie surprise, là, encore une fois, Cédric, parce qu'il était de coutume chez Apple de ne pas faire de célébration. On se souvient que monsieur qui nous avait raconté qu'il s'est fait carrément houspiller par Steve Jobs lorsqu'ils avaient tenté de faire un anniversaire de l'Apple Expo en son temps, en faisant une édition spéciale de l'iPod que Steve Jobs a exigé qu'on fasse détruire. Ça t'a étonné, cette célébration des 30 ans du Mac, cette manière de rappeler le bon temps, de rappeler qu'avant tout, on est un constructeur d'ordinateurs? Ben, je ne sais pas, c'est quoi le bon temps chez Apple, tu vois ce que je veux dire? Oui, le bon temps pour nous, notre jeunesse, mon cher Cédric. Oui, c'est ça, voilà, notre jeunesse, quand le premier Mac est sorti. Tu avais un PC, arrête, je le sais. Je pense aussi qu'à l'intérieur de chez Apple, la division Mac a besoin de signes d'amour, tu vois ce que je veux dire. Alors le Mac Pro en était un, parce que c'était pas gagné qu'Apple sorte une telle machine. Donc voilà, c'était peut-être l'occasion. Et puis finalement, tu sais, toute la communication d'Apple s'est réorganisée avec cette histoire d'agence interne qui aurait embauché 1 millier de personnes, ce qui me paraît dément, même au vu de la production publicitaire d'Apple. Et du coup, il faut bien les faire bosser ces gens. Donc c'était peut-être l'occasion, surtout avec un truc qui était daté, qui était un rendez-vous, et puis qui permet de revenir sur l'histoire. Et puis Apple n'est pas une marque qui manque d'identité,
mais c'est une marque qui a quand même besoin de retracer son histoire. Ouais. Et puis quand tu parles d'Apple, ça sert aussi toutes les autres lignes de produits, même quand tu parles du Mac. Ouais. Et quelque part, Paul, c'était aussi quelque part une manière de préannoncer ce qu'allait être la tendance cette année, à savoir que finalement, tout au long de l'année, y compris en début d'année, les ventes de Mac ont cartonné cette année. Les ventes de Mac ont cartonné et c'est une manière pour Apple de montrer que le Mac n'est pas seulement cette machine qui est censée rapporter encore un peu d'argent avant que l'iPad vraiment le remplace. Chez Apple, on a peut-être compris que c'est ce que Steve Jobs avait dit d'ailleurs, qu'il y aurait toujours des vrais PC entre guillemets qui en avaient besoin. Et ça s'est traduit dans les chiffres de vente qui sont absolument excellents cette année. Et on voit donc que le Mac garde sa place chez Apple. Et c'est très important pour nous et pour tout le monde parce que certaines personnes s'étaient mises à douter de l'écosystème. Faites des iPods, faites des iPhones, le Mac c'est presque, ça sert à rien, hein. C'est plus Apple Incorporate, c'est plus Apple Computer, c'est Apple Incorporated dorénavant. Ouais, cette année ils ont vendu, en 2013 ils avaient vendu 16,16 millions de Mac et en 2014 ils ont atteint les 18,73 millions, 2,6 millions d'ordinateurs en plus. C'est considérable, hein, c'est près de, à la louche, près de 20% en plus. Comment on peut expliquer cette accélération, Rodrigo, Cédric? Surtout qu'il n'y a pas forcément une avalanche de nouveautés, malheureusement, surtout qu'en début d'année, on sait qu'Apple, c'est extrêmement câble. Il a fallu attendre quasiment le mois d'octobre pour pouvoir avoir arrivé une vraie nouvelle machine, une vraie nouveauté. Quel est l'élément booster selon vous? Le Mac Pro, on sait que c'est quand même une machine assez chère, assez élitiste. Moi, je n'ai pas trouvé la formule magique qui pourrait expliquer cette augmentation. Messieurs, votre avis? Alors, il y a des aspects de distribution pure, hein. C'est-à-dire que par exemple, quand un Apple Store ouvre de manière organique, ça fait vendre plus de Mac. Donc c'est peut-être à chercher de ce côté-là. Et puis un aspect d'entraînement, quand tu vends des iPhones, quand tu vends des iPads, ça veut le fameux dire aussi effet Halo, c'est ça, Cédric? Ouais, c'est ça. Du temps de l'iPod cher à Steve Jobs. Hein. Acheter un iPod, on fait découvrir un environnement, un univers, et on va acheter après. Une fois qu'on a découvert l'iPod, le Mac. Ferré, voilà. Mais c'est vrai. Tu es serré, tu ne repartiras jamais. Mais toi, ça vient de là. Ouais, c'est ça. Mais donc, est-ce que on sait que de ce côté-là, ça a été plutôt une bonne année pour Apple avec son arrivée à cette influence en Chine, etc. Ça peut expliquer des choses, même si je pense pas que c'est le marché chinois qui explique 2 millions de Mac en plus. Non, j'ai pas d'explication. Rodrigo, quel est ton avis sur cette explosion des ventes de Mac? Tu crois que c'est la Chine qui pousse les ventes? Tu crois que c'est l'effet Halo, cher à Cédric? En vrai, j'en sais rien. Maintenant, on peut faire plein d'hypothèses. Effectivement, si on avait les chiffres, on saurait si c'est la Chine ou pas. Il y a peut-être l'effet Halo. Les gens s'habituent petit à petit à l'univers. Non, mais les gens s'habituent petit à petit à l'univers Apple, avec les téléphones d'abord, puis avec les iPads énormément. Donc, on se dit, tiens, pourquoi est-ce que je passerais pas à un Mac finalement pour compléter mon univers. Ouais. Surtout, voilà, une hypothèse, moi j'en sais rien. Ouais, surtout que dans le même temps, Fanny, on peut vraiment dire que le PC rayonne. Hein, il a du mal, les ventes de PC. Là, on voit dans le même temps les ventes de Mac s'accélérer. Ça paraît un peu incompréhensible. Et la prédiction presque de Steve Jobs de dire que la camionnette que nous avons là, ça va, l'ordinateur va s'effacer peu à peu face à l'iPad. C'est un petit peu l'inverse qui s'est provoqué cette année, qui est arrivé cette année, pardon. Mais moi, je vois pas du tout le iPad remplacer les PC et les ordinateurs et même les Mac tels qu'ils sont actuellement. C'est la configuration clavier, écran, la transportabilité, la façon de travailler. Ça va pas se changer comme ça du jour au lendemain. On peut pas tout faire en glisser-déposer juste du bout du doigt. Donc voilà. Après, le PC, moi je trouve que le problème, c'est qu'il y a un manque d'innovation sur ce marché-là depuis longtemps, de puissance. On n'a plus en portable, je veux dire, Vaio a coulé, et moi c'était la marque référente pendant des années en portable. Il n'y a plus rien. Et Sony s'est retiré du marché effectivement de Vaio. Mais voilà, on n'a plus de gros produits. Et moi, c'est ce qui me dérange sur la première, à partir prendre des PC si on avait ça. Et puis aussi cette interface, je sais que certains chez Microsoft râleraient s'ils m'entendaient, mais Microsoft Windows 8, c'est juste c'est chiant. Je l'ai installé sur plusieurs bécanes chez des amis. J'en ai même pas pris une pour moi tellement c'est casse-pied. Chiant à configurer. On n'arrive pas à configurer, voilà. C'est l'interface tactile chère à Microsoft. Oui, c'est Rodrigo. On revient sur la big picture. Les gens qui sont déjà équipés sont confrontés à deux choses. La machine qu'ils ont déjà depuis un moment suffit largement à leurs besoins
Et il n'y a pas En termes de besoin d'aller à puissance. cette course Hmm. à la nouveauté qui est de changer chaque année dès qu'il y a un nouveau modèle qui sort. On s'équipe plutôt en autre périphérique qu'en nouveau téléphone ou en nouvelle tablette pour compléter la machine que l'on a déjà. Ça, c'est la première tendance. La deuxième, c'est le fait que tout soit passé sur le cloud quasiment ou sur le web. On peut pratiquement tout faire en ligne et tout ce qu'on fait, tu as les mails, le traitement de texte, la musique, tout ça se fait en ligne et finalement très peu se fait en local. Donc il n'y a pas besoin d'acheter une nouvelle machine pour pouvoir continuer à bosser ou profiter des nouveautés de l'Internet moderne. Oui, sachant qu'aujourd'hui, il suffit de changer son disque dur et passer d'un disque dur traditionnel au SSD pour voir véritablement sa machine transformée et la dans le voir cas des vraiment Mac, décalée, rajouter de la mémoire. décollée telle une fusée. Oui, la mémoire, mais c'est plus compliqué sur Mac de changer la mémoire malheureusement parce qu'Apple a tendance à la souder. Tu parlais de Microsoft, Fanny. Allons-y. L'un des moments forts de ce début d'année au mois de février, c'est le grand chambardement au sein de Microsoft, le rival historique d'Apple, avec la nomination d'un nouveau PDG en lieu et place de Phil Schiller, mais non, de Steve Ballmer, bien sûr, à savoir Satya Nadella. Est-ce qu'on peut essayer de faire un petit bilan, messieurs, de cette première année d'exercice du nouveau PDG de Microsoft? Il y a beaucoup de choses qui ont bougé, avec en priorité, enfin, l'arrivée, Cédric, tout simplement d'une version iOS sur iPad d'Office. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait. Elle est arrivée quelques semaines après la prise de pouvoir de Satya Nadella. Oui, c'est pas de son fait. Faut rendre à César. C'était quelque chose qui était annoncé depuis longtemps. On savait que, d'ailleurs, Ballmer l'avait confirmé, que la suite Office arriverait sur iOS. Il faut dire qu'ils l'ont fait avec la manière, c'est-à-dire que de base c'est gratuit. Ouais. Ce qui forcément, là pour le coup, est un début de révolution culturelle. Chez Microsoft, oui, oui. On dit de base, bah oui, parce que d'abord c'est quand même une vache à lait terrible pour eux. C'est la deuxième jambe de Microsoft après Windows. Alors en fait, on abuse un peu parce qu'il y a quand même pas mal d'autres business à 1 milliard chez eux. Mais ça va. Mais voilà, tu peux maintenant au moins avoir de quoi lire n'importe quel document. Alors un petit bémol à ce que tu dis quand même, Cédric, parce que tu disais rendons à César ce qu'il y a à César, l'arrivée de l'iPad sur iPad d'Office, mais il faut se souvenir que dans la bouche, ou du moins dans l'état-major de Microsoft et Steve Ballmer en particulier, il y avait une volonté de ne pas sortir Office sur iPad pour valoriser Surface et proposer uniquement Office sur Surface pour favoriser ses ventes. On voit qu'ils ont changé d'avis et c'est tant mieux. Oui, mais ce que je veux dire, c'est pas Satya Nadella qui a fait changer les choses. Ils ont changé d'avis entre-temps, ils ont vu le parc installé, même surtout chez leurs clients, parce que je pense que la demande, elle vient de ça, elle vient de toutes les entreprises qui avaient Office sur leur réseau de PC, qui ont dit, bah mais vous êtes gentils, maintenant on a des iPads, ce serait bien qu'on puisse au moins lire nos documents. Et en plus, le pricing, ils sont un peu fait forcer la main par Apple, qui de son côté maintenant t'offre les outils gratuitement au moment où tu achètes ton iPad, par exemple. Alors ils se rattrapent, parce qu'évidemment, entre-temps, ils ont changé le business model. Maintenant, c'est surtout de l'abonnement avec Office 365, où tu as stockage illimité en ligne, etc., etc. Donc, c'est comme ça qu'ils se rattrapent, et en rajoutant ces fonctions-là, j'imagine, dans leur licence et leur grand contrat d'entreprise. Donc, je pense qu'ils se rattrapent, mais pour l'utilisateur lambda, c'est quand même super chouette de pouvoir avoir Office gratuit. Alors, l'autre chantier important qu'a dû relever Satya Nadella, donc par l'intégration, le rachat complet de Nokia par Microsoft, c'est Windows Phone. On sait que maintenant Nokia fait partie intégrante de Microsoft. Ce n'est plus des téléphones Nokia, mais des téléphones Microsoft, même s'ils portent encore la marque Lumia. C'est tout un symbole, encore une fois, de ce leader historique de la téléphonie mobile, Fanny, qui disparaît. Là, oui, clairement, ça a été intégré. On a attendu jusqu'à cet été. On avait encore Nokia devant Lumia, et puis là, ça y est, c'est passé à Lumia tout court. Donc tous les produits qui vont sortir, c'est du Microsoft, avec le logo, etc. Ils étaient contents en février parce qu'ils approchaient des 13% et ils se rapprochaient largement d'Apple. En France, tu veux dire en France. Je ne sais pas quels sont les derniers chiffres, mais j'ai la nette impression qu'il y a aussi un recul des ventes Alors, là-dessus. Je suis pas sûr. Paul a quelques chiffres à nous communiquer. D'après quelques chiffres, on serait potentiellement pour Windows Phone en France ou en Europe, ça dépend des chiffres, quasiment à 17%, ce qui serait quand même un très 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 bon score, si ça s'avère vrai. Voilà. Donc il progresse encore sur l'année. On a, par rapport par exemple à iOS, est-ce qu'ils ont dépassé iOS comme l'affirmait en off les responsables de Microsoft ou pas encore? Ça, j'ai pas trouvé de confirmation en tout cas, mais c'est possible. Ouais. En tout cas, une chose est sûre.
l'ont dépassé iOS. Oui, ça, c'est là, sûr. clairement, s'ils sont à 17, ils l'ont dépassé. Ouais, en tout temps, il y a quand même l'iPhone 6 qui est arrivé, que les ventes ont quand même progressé. Mais ce sera, je pense que s'il l'avait fait, il l'aurait annoncé. Hein. Mais bon, c'est pas encore le cas. Concrètement, là, on peut dire que pour l'instant, Nokia, enfin feu Nokia ou Microsoft Lumia, est surtout fort sur l'entrée de gamme aujourd'hui. En termes de présence, en termes de pertinence, ils arrivent à convaincre plutôt sur l'entrée et le moyenne gamme. Sur l'autre gamme, ils ont du mal à résister à ce qui est arrivé plus tard, à savoir l'iPhone 6 ou le Galaxy S5. Sur le haut de gamme, on est toujours sur des Samsung ou en effet les iPhones qui restent quand même les grandes marques. Après, sur l'entrée de base, sur les entrées sur les téléphones, les smartphones, c'est vrai qu'il y a toute une concurrence chinoise qui est en train d'arriver. Hein. On a des franco-chinoises, mais on a Wiko par exemple qui marche bien. Là, on a une marque espagnole, BQ aussi, qui est en train d'arriver avec des smartphones qui sont dans les 100-150 euros. Donc, face à ça, c'est vrai qu'il y avait le Lumia 535 qui est très très chouette, mais qui du coup va peut-être être un petit peu plus cher et qui risque de se prendre du coup un peu une volée de bois. Bilan Rodrigo Cédric, aujourd'hui Microsoft gagne plus d'argent en touchant des royalties d'Android que par sa division téléphonie. Oui. Probablement. Oui, mais c'est vrai que ça ne devrait pas durer. Si vraiment ils arrivent à passer par exemple 20% de part de marché, enfin de part de vente, ils vont finir vraiment par gagner de l'argent. D'autant que, en tout cas, en termes de technologie et d'usage, c'est quand même des chouettes machines dès l'entrée de gamme. Ils font du bel entrée de gamme avec des grands écrans. Et sur le haut de gamme, ils font des trucs en photo qui sont extraordinaires. Très fort sur la Après, on aime ou pas l'interface. Moi, je connais des gens qui s'y retrouvent pas. Moi, je m'y retrouve, mais ça m'a donné un peu l'impression que j'avais dans les années 90. Quand moi, j'avais un PC et les autres avaient des Macs, j'avais l'impression que c'était des vélos auxquels on avait mis les petits trous à l'arrière, sinon qu'on pouvait pas les retirer. C'est-à-dire que la puissance de ce que tu pouvais configurer était quand même assez limitée. Mais sinon, non, je pense qu'ils poursuivent leur petit bonhomme de chemin. Et puis, il s'est mis au vélo à roulettes, le Cédric. Ouais, c'est ça. Donc aux États-Unis, ça décolle pas vraiment. Par contre, dans le reste du monde, en Europe et ailleurs, ça marche pas mal. Ouais. Rodrigo, pour conclure sur le thème de Windows Phone, est-ce qu'il y a finalement, tu penses, suffisamment de place aujourd'hui sur le marché pour plusieurs operating systems, plusieurs systèmes d'exploitation mobile? Il y a iOS, il y a Android qui est très fort, leader du marché. Il y a potentiellement Windows Phone, peut-être même Tizen de Samsung qui pointe le bout de son nez. Firefox mobile. Qui se développerait bien en Inde. Est-ce qu'il n'y a pas, est-ce que Microsoft a pris trop de retard concrètement pour proposer un écosystème d'applications cohérent, parce que c'est ça aujourd'hui qui manque le plus à Microsoft. Ça c'est bien résorbé. Un environnement applicatif qui soit vraiment à la hauteur et digne des téléphones qu'ils proposent, qui sont vraiment d'excellente qualité. Alors, les derniers chiffres que j'ai vus qui ont bien 6 à 9 mois, c'est qu'il y a 1,8 milliard de smartphones dans le monde. Ouais. Et les projections sur les prochains 12 à 18 mois, c'est qu'il y a 1 milliard supplémentaire de smartphones à vendre pour remplacer ce qu'on appelait avant les feature phones. C'est essentiellement pour les pays en voie de développement. Donc on parle de l'Afrique et du CDS asiatique. Sur ces marchés-là, c'est de l'entrée de gamme probablement qui va fonctionner. Donc c'est là où on trouve tous ces nouveaux acteurs qui se positionnent, tels que les Xiaomi. Vous avez peut-être vu passer, ils viennent d'être valorisés 45 milliards. Et puis ils ont fait une levée de plus d'1 milliard. C'est une boîte qui a 5 ans. C'est assez étonnant. Donc, dans cet univers-là, pour doubler, je dirais, quasiment, ou rajouter 30 ou 40% de nombre d'utilisateurs de smartphones, oui, bien sûr, il y a de la place pour Microsoft là-dedans, historiquement, et pour créer un univers pour des gens qui ne connaissent pas du tout ni Android, ni iOS. Donc, pour toi, Microsoft a encore rattrapé son retard, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et puis, une bonne nouvelle pour Samsung. Samsung qui d'ailleurs... Sur ce marché-là, oui. Sur le marché développé qui existe déjà où nous sommes, certainement pas. Samsung, d'ailleurs, qui a créé l'événement en début d'année, comme chaque début d'année, à quelques jours ou quasiment à la veille du lancement du démarrage du Mobile World Congress, le plus grand salon dédié à la téléphonie mobile. C'est en Europe chaque année à Barcelone qui dévoilait le Galaxy S5. On en a beaucoup parlé. On a fait 2 émissions dédiées à ce rival qui était à l'époque rival de l'iPhone 5S et puis désormais de l'iPhone 6. Ça n'a pas forcément été un raz-de-marée, bien qu'il ait des qualités. Il a repris ce qui était la principale nouveauté de l'iPhone 5S, à savoir le capteur biométrique, Cédric.
Oui, avec quand même une implémentation un peu différente. C'est-à-dire que moi, ça me rappelle ce qu'il y avait sur les ThinkPad d'IBM il y a quelques années, où tu passes ton doigt sur le capteur plutôt que juste de le poser dessus. Bon, honnêtement, j'ai jamais utilisé de S5 en longueur, sans temps. Alors que tu étais plutôt un fan des Galaxy, tu es plutôt passé au LG à ce moment-là. Ouais, c'est quand même tout un symbole, Cédric. C'est pas un hasard. Hein. Non, mais le G3 il est super, il a des défauts aussi, hein, mais et il a pas de capteur biométrique. Mais c'est vrai que c'était quand même la seule différence marquante avec le S4, c'était ça, à part un très léger redesign et puis une mise à jour des composants à l'intérieur, du soft, etc. Mais voilà, il y avait pas de truc, il y avait pas de gotta have it, tu vois, dans le S5, genre il me faut absolument ça. Non. D'où le G3 qui est arrivé au même moment et qui était un truc avec un écran extraordinaire. Rodrigo Fanny, concrètement, je pense que j'ai pas été seul à faire ce constat. Oui, Rodrigo. Olivier, oui. Je vais faire 2 analogies extrêmement foireuses. Je t'en prie. Ce que tu ne fais jamais. C'est Noël. Tu n'arrives jamais. Tu nais catholique ou tu nais protestant et tu vis dans ta communauté, dans ta paroisse quasiment toute ta vie. C'est une toute petite minorité qui change de religion le reste de sa vie parce que c'est confortable, parce que tous les gens qui sont autour connaissent l'environnement, parce que tu as déjà tes habitudes là-dedans. C'est la même chose avec Android ou iOS. Très sérieusement, même si c'est des systèmes d'exploitation qui sont très récents, hein, entre 7 et 5 ans, moi je ne vois pas l'intérêt en termes d'usage de changer d'univers systématiquement. Monsieur et madame Michu à scruter la dernière fonctionnalité qui va sortir sur un S5, un S5.6 ou un S5.6 Plus, je m'en contrefous. Que l'écran fasse un peu plus grand, aille 2,3,23,22 GHz de plus, je m'en contrefous. J'ai un téléphone aujourd'hui qui remplit mes besoins. Je suis plutôt séduit par les publicités que je vois passer soit au cinéma, soit à la télé, des trucs de Supercell, tu vois, des Clash of Clans, des choses comme ça qui se tiennent. Est-ce que ça s'installe le contenu, et encore une fois, comment on voit que le contenu applicatif est important, ce qui peut expliquer les difficultés de Microsoft. Le hardware, je m'en contrefous. Le système d'exploitation, avec un bémol toutefois, et là avec un bémol toutefois, et je vais arriver à lui couper, parce que je veux qu'il raccourcisse sa phrase, mais ça y est, il a compris. Mais avec un bémol toutefois, et là je mets à témoin Fanny parce qu'elle nous en avait parlé lorsqu'on avait dédié l'émission au Mobile World Congress, c'est que désormais Samsung apparemment il était quasiment tout seul sur le marché Android, avec quasiment qui était le référent en matière de téléphone premium. Non seulement il y a LG, et Cédric a migré du côté LG à ce moment-là, et puis surtout au Mobile World Congress, Fanny, on a vu arriver en force les fabricants chinois qui proposent l'alter ego du Galaxy S5 en beaucoup moins cher. Oui, ben voilà. Mais de toute façon, on parle de quoi comme client ? Il y a 3 marchés de clients, je répète. Il y a les primo-accédants, ceux qui n'avaient pas un smartphone. Eux, tu peux te concentrer dessus, mais c'est plutôt pas cher. Il y a les gens qui renouvellent leur téléphone, c'est tous les 2 ans en général, pas au milieu. Et puis après, il y a les gens comme toi qui, eux, ont besoin du dernier truc tout le temps. Non, c'est pas vrai du tout. Mais après, juste pour c'est un truc tout bête, c'est qu'on est arrivé depuis, je sais pas, le 4S ou le 5 et même le Galaxy S2 et S3. On est arrivé au smartphone, c'est ce que je disais, c'est en 2002, j'avais mon PDA, mon appareil photo, mon GPS, ma caméra, etc. Et là, j'attendais le produit qui fasse tout. Ça fait 2-3 ans qu'on a ces produits qui font tout, qui s'améliorent un petit peu en qualité, qui vont plus vite, qui plantent moins, et encore. Mais voilà, le truc maintenant qui manque, c'est que ça fasse le café ou vidéo proche, et encore, on avait des tablettes le faire. Samsung l'avait fait, le Pico Proche. Il y a 2 ans, il y a 3 ans, au Mobile Congress. Oui, mais c'était gros, c'était moche, c'était trop tôt. Là, ils peuvent surtout, faire ça mieux. sert à rien. Ce qui manque maintenant, c'est la batterie. Le premier qui va nous sortir une batterie qui tient une semaine, il récupérera tout le marché. Ouais. Donc voilà, on est arrivé à un produit. Le produit top, ce qu'on voulait tous, ce qu'on rêvait il y a 10 ans, c'était ça. Il existe déjà depuis 3-4 ans. Ça fait que s'améliorer, donc on n'a plus besoin de changer tout le temps, etc. Et comme il dit, chacun sa plateforme, on a nos habitudes. Oui, mais au-delà encore, j'y reviens, l'argument fort des Chinois, en dehors de faire aussi bien que du Samsung en termes de design, voire mieux en termes de design que du Samsung, c'est le prix. Mais on reviendra sur le thème du smartphone dans la deuxième partie de cette émission la semaine prochaine. On enchaîne tout de suite avec les mois de mars et les mois d'avril qui ont été également riches en actualité. À l'approche du printemps, Apple décide de prendre le volant en dévoilant en mars son système CarPlay qui permet de piloter son iPhone en voiture depuis l'écran tactile de son autoradio ou encore la voix grâce à Siri. En avril, la pomme accélère encore sous la pression de ses actionnaires pour soutenir le cours de son action qui, après de multiples embardées, tente de remonter la pente.
Alors CarPlay, souvenez-vous, on y a consacré une belle émission. On a fait le tour de Paris en 4G avec nos amis de Bouygues Télécom. C'était un beau souvenir, comme quoi la voiture connectée, c'est déjà une réalité. On est loin, Cédric, du concept de la voiture connectée avec CarPlay. On ne peut pas vraiment parler de ça encore. Hein. Non, on est vraiment dans... on parlait là des premiers portables, des premiers smartphones à projecteur intégré. Là, c'est un peu comme si tu projetais l'écran de ton smartphone sur ton autoradio. C'est plus du domaine de l'extension. C'est-à-dire que ça ne fonctionne pas sans smartphone, ça ne fonctionne pas sans iPhone. Ce qui pose. Alors, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec la théorie de Rodrigo sur les églises. Tu vois, tu nais catholique jusqu'à la tombe. Moi, je suis quoi. Mais ça veut dire que t'achètes une voiture où tout à coup le truc marche moins bien si t'as un Android. On va s'apercevoir après qu'en fait les choses vont être un peu plus simples que ça. Mais voilà, non, c'est pas encore la voiture connectée. C'est une façon plus simple et moins dangereuse d'utiliser son smartphone en conduisant. Non, mais tu changes de religion s'il y a quelque chose qui t'embête vraiment dans ton univers. Tu vois, par exemple, si tu te dis je suis dans une religion païenne qui idolâtre des saints dans toutes les petites chapelles, ok, tu deviens protestant, ou que tu dis Marie était pas vraiment vierge, tu deviens protestant. Mais sinon... Non, mais peut-être que tout à coup, si tu vois qu'en face... Il est en forme, c'est ça. Allez, on va revenir à l'automobile, si vous êtes d'accord. Et à CarPlay, Paul, on ne peut pas vraiment parler d'un autoradio qui embarque... Je veux bien entendre parler de Marie. Non, on enchaîne. Ah bon on enchaîne vraiment. L'autoradio d'Apple, c'est pas iOS dans l'autoradio. Ah non, c'est pas iOS in the car. C'est super décevant. D'ailleurs, on a vu qu'Apple a été pour une fois, mais sûrement contraint et forcé par les constructeurs automobiles, vachement flexible sur la manière d'implanter CarPlay dans les voitures. C'est-à-dire qu'on passe de l'écran résistif tout pourri à du multipoint absolument magnifique et donc à toute une gamme d'usages qui vont pas du tout être les mêmes. La seule chose qu'on a, c'est un câble Lightning dans l'accoutoir du siège où on branche l'iPhone et ça déporte les contrôles. C'est exactement ce que dit Cédric. Donc ça déporte les contrôles pour accéder depuis l'écran tactile de son tableau de bord aux fonctions de base de son iPhone sans besoin évidemment de dégainer et de donc quitter les yeux de la route si possible. Il privilégie quand même beaucoup le mode vocal et Siri. Oui, ben justement Siri a énormément de progrès à faire. Tu le sais toi-même quand tu es dans ta voiture et que tu essaies d'appeler quelqu'un pour devenir vraiment je reprends toujours plusieurs fois la voix de la voiture connectée, si je puis dire. Il y a donc CarPlay, pour moi, voilà, c'est encore une bêta. Alors, pour en avoir discuté avec la surprise, c'est qu'on s'imaginait, alors au départ, au mois de mars, lorsque Apple a annoncé au centre de Genève CarPlay, c'était réservé à 3 grands constructeurs qui étaient Mercedes, Volvo et Ferrari, excusez-moi du peu. On sait qu'un membre d'Apple important est également au conseil d'administration de Ferrari. Et puis ça s'est élargi à d'autres constructeurs. Près de 29 marques ont adopté CarPlay et c'est pas évident, il faut changer de voiture pour avoir CarPlay, c'est un peu frustrant. Et puis bonne nouvelle, on l'a appris juste avant le début de l'été, des constructeurs d'autoradio ont décidé également d'adopter CarPlay. On pense à Pioneer et à Alpine notamment, qui vous permettent de simplement de changer votre radio plutôt que votre voiture, c'est toujours plus simple. Mais c'est vrai qu'on est quand même toujours un petit peu déçu, Cédric, de se dire mais pourquoi la voiture ne communique pas avec l'autoradio, pourquoi la voiture ne communique pas avec l'iPhone. Tout simplement, lorsque j'utilise Maps, eh bien, il me dit pour ce trajet, vous n'avez pas assez d'essence pour arriver au terme, pensez à vous arrêter. Il y aura toujours une alerte pour me le dire, mais ça semble évident que la voiture connectée doit communiquer déjà, ne fût-ce qu'avec son autoradio, c'est loin d'être le cas. Mais surtout que toutes les briques technologiques sont en place pour que ça le fasse. C'est-à-dire que ton autoradio, il pourrait analyser les informations en provenance de ta voiture. Il y a des interfaces standards pour ça qui marchent sur tous les véhicules vendus depuis 96 ou 2004, je sais plus. Ouais. Bref, oui, de fait. Moi, je me souviens il y a quelques années, Carlos Ghosn qui disait, de toute façon, nos voitures, enfin PDG de Renault-Nissan, qui disait nos voitures vont devenir des plateformes d'application. On n'y est pas encore. Ouais. Mais ce serait vraiment chouette parce que de fait, il manque rien. En fait, ce qui manquait, c'était la connexion mobile. Moi, quand je rentre dans ma voiture, il se trouve que j'ai un astéroïde de Parrot, donc un truc là où c'est un vrai Android in the car, là pour le coup. Il a même plus besoin que je lui donne une clé 3G ou quoi que ce soit. Il trouve mon iPhone, il utilise sa connexion mobile et tout à coup, ça y est, je peux démarrer des applications, de la navigation, des podcasts, que sais-je encore, et ça fonctionne. Donc, ce qui me manquait, c'est-à-dire cette connexion permanente, ça y est, maintenant on l'a tous dans la poche. On n'a pas besoin d'une carte SIM dans la voiture. Avec la voiture, on n'a pas forcément besoin d'un deuxième abonnement. Donc voilà, on a envie évidemment que ça aille plus vite, mais il faut dire qu'on est sur une industrie qui, va structurellement plus lentement. Le cycle de vie d'une voiture sur un modèle, c'est 7 ans, en gros. Exactement, donc, voilà. Et puis où les circuits de renouvellement, c'est pas un smartphone, tu ne changes pas de voiture tous les 2 ans. Ouais. Alors la bonne nouvelle, Cédric, c'est qu'a priori, mais si on vous y êtes... est presque, hein.
La bonne Moi, j'ai nouvelle, loué- Cédric, je termine. Si vous êtes un fidèle lecteur d'iCreate et que vous avez un Parrot, il serait possible que l'astéroïde un jour devienne CarPlay. Donc voilà, vous n'avez pas besoin de changer de modèle. Et qu'a priori, la plupart des autoradios permettraient de choisir entre Android ou CarPlay. C'est juste une surcouche graphique en fait, puisque c'est pas iOS. Sachez que pour ne rien cacher, que l'autoradio de Pioneer est motorisé par Android, donc on peut mettre la surcouche iOS dessus, ça ne pose aucun problème. Oui, Rodrigo, pour conclure sur CarPlay. Donc CarPlay tourne sous Android. Eh oui. Et QNX. Tu peux répéter cette phrase plusieurs fois. Eh ben oui. Rodrigo, tu voulais dire quelque chose, excuse-moi. Ouais, je disais, j'ai loué une voiture cet été aux États-Unis et c'est là où j'ai eu mon épiphanie. Ouais. Comme Pascal, j'ai branché juste le câble. Ça. Ouais. Un câble, oui. Oui. Là. Et automatiquement, la voiture que j'ai louée, je sais plus ce que c'était, m'a proposé de télécharger 5 applications, dont 2 de podcast, Spotify et Rhapsody, et 3 liées à la bagnole. Ouais. Bon, on y va tout doucement, ça, Rodrigo. Oui, donc on y est totalement et on se dit, en fait, tous les usages que l'on peut imaginer par ailleurs, on peut les mettre sur la voiture, de la même manière que, je sais pas, Delcet te fait la valise connectée qui te dit, tiens, ma valise, elle est partie ou elle n'est pas partie dans l'avion dans lequel je suis. Tu peux faire la même chose avec ta voiture qui va dire, tiens, mon niveau d'huile vient de descendre, c'est évaporé, j'ai un trou, etc., avec des capteurs partout. De la même manière que tu fais des loquetrons, quand tu t'approches de ta porte, ça t'ouvre ta porte parce qu'il te reconnaît. Évidemment. La voiture va te reconnaître. Plus besoin de dégainer sa clé, évidemment. La voiture plateforme, c'est vrai qu'il a raison, et sous un horizon de 2 ans, max, elle est totalement connectée à ta voiture. Je ne suis pas aussi optimiste que toi, Rodrigo, mais passons. En tout cas, la priorité d'Apple, le souci, si CarPlay vous intéresse, sachez que Apple et les ingénieurs d'Apple ont voulu absolument privilégier la sécurité, que les yeux soient sur la route plutôt que sur l'écran de votre smartphone ou sur l'écran de votre autoradio. C'est la raison pour laquelle ils ont privilégié plutôt la manipulation via Siri, les commandes vocales. Et puis sachez que Paul nous disait tout à l'heure en préambule que c'est un peu bizarre, les écrans résistifs, le multipoint qui disparaît sur certains autoradios. C'est une volonté d'Apple, c'est pas une volonté des constructeurs de téléphones. Apple, par exemple, a demandé aux responsables de Pioneer de désactiver le multipoint. Encore une fois, pour pas que le conducteur soit comment dire, tenté de toucher l'écran et de manipuler l'écran, encore une fois privilégier la route, parce que si vous manipulez l'écran, vous ne regardez plus la route. C'est un exemple comme quoi la sécurité, c'est aussi important lorsqu'on utilise son téléphone. On passe ensuite au mois d'avril avec notamment un bras de fer qui a suivi de près notre ami Rodrigo, celui entre Tim Cook et Carly Kahn, ce magnat de la finance qui a beaucoup fait parler de lui pour prendre position et acheter beaucoup d'actions d'une entreprise pour essayer d'influer sur la direction et prendre des directions qui ne sont pas forcément d'ailleurs très bonnes pour l'entreprise. On pense notamment à Yahoo ou à Dell plus récemment. Et surprise, au mois d'avril, on l'a dit dans le sommaire, Apple a annoncé un programme de rachat d'actions record de près de 130 milliards de dollars. C'est ce que demandait depuis des mois Carly Kahn pour faire monter l'action. Est-ce que pour toi, Paul, pas du tout, Rodrigo, c'est une victoire personnelle de Carly Kahn? Carly Kahn est coutumier du fait. Il s'amuse à faire des class action, des proxy fights, etc. avec les boîtes américaines depuis une éternité. Un mec sympa. Je dirais pas ça comme ça. Écoute, c'est l'archétype du capitaliste qui est là pour maximiser son profit. Le reste ne l'intéresse pas. Il investit, c'est-à-dire qu'il achète des actions. Il utilise tout l'arsenal juridique et financier pour optimiser ses actions. Voilà. Non, ce qui est délicieux dans cette bataille qu'il y a eu, c'était la réponse très circonstanciée que lui a fait Tim Cook en lui donnant l'historique de rémunération des actionnaires depuis, je sais plus, 10 ans ou 15 ans, qui a un peu cloué le bec à Carly Kahn. Mais c'est utile, ces actions-là, ça force un petit peu le management à bouger et de ne pas rester immobile dans sa tour d'ivoire comme Apple peut le faire parfois. Alors, on voit derrière toi, Paul, que l'action Apple est ce qui a justifié l'arrivée de Carly Kahn parce qu'il s'est rendu compte que l'action d'Apple était peut-être un petit peu, comment dire, sous-cotée. On voit que l'action a beaucoup baissé jusqu'en septembre 2014. Là, elle a été splittée, mais on va rentrer dans les détails dans un instant. Tu peux nous commenter brièvement ? Alors, en septembre 2012, on est au maximum de la capitalisation boursière d'Apple jusqu'à il y a quelques mois, puisqu'on était à environ 658. Ça avait un record où Apple était la plus grosse capitalisation boursière devant ExxonMobil. Voilà. Ensuite, il y a eu une baisse quasiment continue avec quelques petits soubresauts à la sortie d'un nouvel iPhone. C'était la période Apple bashing, Apple innove plus, c'est bien ça. La période où on avait des incertitudes sur Tim Cook aux commandes d'Apple, en fait, vraiment. Il n'y avait pas beaucoup de nouveautés, on va dire. Il n'y a pas beaucoup de nouveautés, et en fait, la période
période aussi où Scott Forstall a été poussé dehors. Enfin voilà. Et finalement, on s'est aperçu qu'Apple malgré tout tenait bon, que les résultats continuaient à être majoritairement de plus en plus bons, que le navire Apple avait l'air plutôt bien mené. Et Carl Icahn, avec ce bras de fer, a poussé Tim Cook à augmenter son programme de rachat d'actions et à splitter l'action par 7, ce qui lui a permis de reprendre énormément de valeur. Là, on ne le voit pas sur ce graphique. Aujourd'hui, elle est à $108. Ouais, ça fait qu'aujourd'hui, Apple a retrouvé carrément la capitalisation boursière qu'elle avait. Elle a même dépassé en septembre 2012, donc le record des 702 milliards de dollars a été dépassé récemment. La stratégie du split, encore une fois, c'est une stratégie assez commune aux entreprises pour aider une action à monter quand elle devient trop chère, auprès de $700. Eh bien, on la divise par 7, on donne 7 actions aux détenteurs, aux actionnaires actuels, et les autres peuvent enfin acquérir des actions pour un peu moins cher. Et donc ça fait monter mécaniquement. Là, ça a été un bon coup classique de la part de Tim Cook pour faire monter l'action, et ça a marché. Tu sais, c'est un maquillage de façade, cette mécanique de split. C'est le prix de l'action fois le nombre d'actions. Si tu fais un split, tu divises par 7, tu multiplies juste le nombre d'actions par 7, tu divises le prix par 7, la capitalisation en théorie ne change pas. En revanche, y a des gens, plutôt les petits porteurs que les gros. Les gros, ça ne change rien à ce qu'ils font. Les petits porteurs peuvent s'acheter plus d'actions parce que c'est moins cher. Tu traites dans le détail, c'est-à-dire que tu passes du semi-gros quelque part à la distribution de détail. Et donc, tu peux vendre à plus de gens. Et donc, après, tu as la loi de l'offre et la demande comme au marché. Donc, plus ta demande et plus le prix monte. Voilà. Ça marche ou ça marche pas. Ça marche pas toujours le split. Ouais, en tout cas, Carl Icahn est plutôt excusez-moi. En tout cas, Carl Icahn est plutôt sorti gagnant de ce bras de fer, même si finalement Tim Cook a redoré quelque part son blason, puisque l'action a suivi, aussi parce que Apple a sorti pas mal de nouveautés et qu'elle cartonne en vente aujourd'hui, aussi bien on l'a vu en début d'émission avec le Mac, mais on le verra en deuxième partie que l'iPhone n'est pas en reste. Malheureusement, ce n'est pas le cas de l'iPad, mais passons. Il a investi pour près de 53 millions d'actions. Il a acheté pour près de 53 millions d'actions en octobre 2014. Entre-temps, elle a pris près de 200 millions de dollars de capitalisation boursière. Donc le garçon, il est encore plus riche qu'il était avant. Donc bien joué, monsieur Carl Icahn. Et bien joué, Tim Cook, sur ce coup-là. On va voir. Je pense que c'est un feuilleton. C'est par épisode. Ça va revenir. Parce que Carl Icahn a déclaré que l'action était encore sous-cotée. Donc je ne sais pas où ça peut. Il revient. Oui, on va conclure là-dessus, Rodrigo. Oui. L'action de Carl Icahn n'était pas du tout sur le split, ni sur l'augmentation du cours de l'action. Oui, mais il y a gagné. Ouais, non, c'est pas ça. Là, on se fourvoie totalement. Si tu te souviens, Apple avait environ 130 ou 140 milliards de dollars de trésorerie dont il ne faisait rien. Et c'est ça l'action de Carl Icahn, de se dire qu'est-ce qu'on fait de cette trésorerie ? On rémunère plus les actionnaires, plutôt que d'investir dans la recherche et développement ou laisser dormir cet argent. Et on annonce une stratégie pour faire quelque chose de cet argent-là, par exemple acheter des boîtes, investir massivement, etc. Soit on le rembourse aux actionnaires. Ouais. Eh bien, rapide transition. Il s'est dit, tiens, il a gagné, allez, donne-moi de l'argent tout de suite plutôt que de le réinvestir. Et qu'est-ce qu'a fait Tim Cook après la remontée de cette action ou en parallèle ? Il a acheté une boîte, rapide transition, merci Rodrigo. Au mois de mai, c'était la non-surprise du rachat de Beats, près de 3 milliards de dollars pour un constructeur de casques. Mazet. En mai, c'est la surprise. Apple annonce le rachat de Beats pour 3 milliards de dollars. Que va faire la pomme de ce constructeur de casques à la mode ? Son patron et producteur de renom, Jimmy Iovine, va-t-il relancer les ventes d'iTunes pour la première fois en baisse ? Et en juin, plus attendu cette fois, la pomme dévoile lors de la WWDC Yosemite et iOS 8. Première réaction, Cédric, tu en as pensé quoi ? Est-ce que tu comprends un petit peu aujourd'hui la stratégie de Tim Cook de vouloir acheter absolument cette boîte qui est très à la mode, mais après tout, Apple est aussi une entreprise mode et n'a pas forcément besoin de Beats pour être à la page ? Non, Apple aurait pu se mettre demain à faire des casques et en disant « This is the best pair of headphones you will ever own », en nous regardant très fort dans les yeux et même fugitivement, on les aurait cru. Alors que Beats a fait beaucoup de bruit parce qu'ils avaient un peu lancé la mode des gros casques. Moi, je me souviens, il y a quelques années, il y a pas si longtemps que ça, il y a 4 ans, 5 ans peut-être, j'étais à Tokyo, j'avais envie d'un casque pour aller dans le métro et je me suis dit non, je vais pas mettre un gros casque sur les oreilles, ça ne se fait pas. Aujourd'hui, ça se fait, il n'y a pas de souci. C'est un instrument de mode, c'est ça que tu veux dire.
ce qu'on a compris assez vite, c'est que c'était pas tellement pour les casques qu'ils les rachetaient, même si ça fait une ligne de casques, mais qu'ils vendaient déjà dans les Apple Store, donc ça change pas grand-chose. C'était pour Beats Music, le service de musique dématérialisée de Beats. Et là, on a dit, mais ça vaut ce prix-là? Really? Ça valait pas ce prix-là en termes de clients? Je crois qu'il y a 300 000 clients. Ouais, c'est encore, mais est-ce que ça le vaut en termes de technologie? Bon, c'est un package. Et puis, du coup, quand même, ils se sont adjoints les services des fondateurs de Beats, de comment il s'appelle, l'ancien producteur là. Jimmy Iovine. Jimmy Iovine, c'est Voilà, pas elle, c'est un I. Ouais. Voilà, alors je vous passe les épisodes sur les vidéos des mecs sur YouTube disant Yes, we're fucking billionaires avant que la vente soit confirmée. Ouais. Mais ça c'était rigolo. Mais donc voilà, on imagine que le package fait du sens pour Apple. Et puis ça répond aussi à la question de mais attendez, vous êtes assis sur un tas d'or, vous devriez faire des acquisitions. Et ben voilà, ça y est, on a acheté Beats, vous êtes content maintenant. Ouais. Maintenant, le devenir de tout ça, c'est évidemment que Beats Music arrive directement préinstallé sur tous nos appareils iOS. Et c'est pour février. Ce serait pour février. Ce serait pour février, ce serait d'abord pour les États-Unis parce que c'est pas un truc qui va se régler dans tous les négocier pays les droits, comme c'est ça. vrai. Il y a des questions de droit, donc c'est dans les pays où Beats Audio ou Beats Music opère déjà. En tout cas, c'est déjà intégré à mais- l'Apple TV, tu vois. Il y en a quelques-uns à Mais avoir. il faut se souvenir, il y a quelques années, ils avaient racheté, comment s'appelait cette startup? Ça s'appelait Lala, c'est ça? C'est ça, Lala, qui est software, qui est devenu iTunes Match, quelque part. Voilà. Ah oui. Voilà. Est-ce Et que on, ça va bah, de alors, l'autre en côté, tout cas, on a À lâché. l'époque, en termes de, Oui, en termes de Rodrigo. trésorerie, à l'époque, 3 milliards, c'était 2 ou 3% du cash disponible d'Apple et c'est un demi-point de leur capital boursière. C'est une variation Ouais. quotidienne. Encore une fois, quand on voit des Google phénomènes. racheter 3,2 milliards Nest et Apple racheter 3 milliards Beats, on se dit finalement que Beats c'est pas très cher. Ouais. Oui, mais là aussi, en fait, ce que tu rachètes aussi, c'est des gens. Ce que Voilà. tu rachètes, c'est des gens. Jimmy Iovine C'est- encore une fois. Ouais. Voilà. Jimmy Iovine, producteur notamment, voilà, qui connaît très bien le monde de la musique. Tu l'as dit, Cédric, le problème d'Apple aujourd'hui, plus que les casques, savoir s'il faut le lancer ou pas, c'est iTunes. On a consacré une émission, souvenez-vous, il y a quelques mois avec 179. avec le responsable de Cobuzz, Yves Rezel, à savoir si Apple doit basculer sur un autre modèle que le téléchargement et le streaming. Ça devrait être l'actualité de l'année 2015. On avance d'ailleurs sur le dernier élément de 2015. On attendait qu'Apple réagisse lors de la WWDC et explique un petit peu la stratégie autour de Beats. Ils n'en ont quasiment pas parlé. L'actualité forte du mois de juin de cette année, c'était bien sûr la conférence des développeurs. Et Paul, lors de cette conférence des développeurs, on a enfin découvert la nouvelle version d'OS 10, Yosemite. Et là, on n'a pas été déçus en tant que fan de Mac. À l'époque, on n'était pas déçus. Maintenant, Ah, on peut pas en trop. reparler. Ouais. Alors oui, on n'était pas déçus parce que pareil, on a vu qu'il y avait un vrai investissement de la part d'Apple dans ce qui est le Mac. Et en fait, Il y avait de vraies nouvelles fonctionnalités. Je pense à On-Off, je pense à Continuity, Continuity. qui permet de téléphoner, de recevoir un coup de fil sur son ce qui est très sympa. sur son ordinateur alors que son iPhone sonne, plutôt que de décrocher son iPhone, j'y suis arrivé. Enfin, Donc, il y a de vraies avancées moi, intéressantes. Mais Ça m'a rappelé cette conférence qui s'était appelée Back to the Mac et Oui. qui avait donné naissance à l'OS le plus horrible qui soit jamais sorti chez Apple, qui s'appelle Lion. Voilà. Alors là, Lion, ouais, qui était une horreur. Ouais. Maintenant, on a eu Yosemite, qui est plutôt un très bon OS, bien qu'encore très buggé, et avec vraiment ce mix de fonctionnalités qui fait qu'on voit qu'Apple réfléchit maintenant réellement en termes d'écosystème et plus seulement en termes de on a fait ça sur l'iPhone, maintenant on le fait sur le Mac. On a fait ça sur le Mac, maintenant on le fait sur l'iPhone. Et ça vient peut-être de cette mutualisation des équipes qui a eu lieu après le départ de Scott Forstall et avec la promotion assez énorme de Craig Federighi qui visiblement tient bien ses équipes et la valeur montante d'Apple aujourd'hui. la valeur montante d'Apple aujourd'hui et Craig Federighi, Johnny Ive qui arrivent à faire du bon boulot ensemble avec s'entendent bien. une très bonne WWDC, on s'en rappelle. Alors messieurs, dames, qu'avez-vous pensé de Yosemite brièvement, Cédric et après Rodrigo et Fanny? Bah, je crois que c'était surtout Brièvement. la bonne occasion de réparer Lion, quoi. C'est ça. De revenir un peu en arrière sur les trucs qui Mais on voit étaient qu'il y a vraiment totalement déroutants, quoi. Il y a des efforts en termes d'interface. On voit que la parenté et la proximité avec iOS 8 qui a été présenté quelques minutes plus tard, enfin iOS 7, l'interface aplatie, on y va doucement, quoi. C'est pas encore du tactile, mais on sent qu'Apple prépare un virage tout doucement, mais sûrement. Oui, et puis il y avait plein de choses à adapter, du fait de l'arrivée du Retina sur les polices, sur pas mal de choses. Il y a comment s'appelle-t-il, Spotlight qui marche encore mieux, Ouais. même si ça plantouille un peu parfois. Ouais, quand même.
Ouais, quand on est d'accord, on a le même, hein, c'est ça. Ouais, on a le même, ouais. Donc, non, c'est bien. C'était des avancées, on va dire par touche discrète, mais qui étaient attendues. Enfin, surtout, ils ont résolu les quelques problèmes que les versions précédentes posaient. Ouais. Fanny, c'était une urgence pour toi qu'Apple adopte ce rythme de renouveler presque tous les ans. Bon, d'accord, c'est gratuit, donc ils ne forcent pas l'utilisateur à les acheter. Hein, c'est nouveau hein, chez Apple, ça n'a pas toujours été le cas. Les mises à jour d'iOS 10 sont désormais gratuites. Mais c'était vraiment une urgence pour toi que OS 10 évolue et ressemble à ce qu'il est aujourd'hui ? Honnêtement, non. Au quotidien, sur tout ce que je fais, ça m'a pas changé tant que ça la vie. Et voilà. Après, sur le fond, oui, il faut que ça bouge, mais pour moi, c'est pas encore assez violent. J'attends autre chose encore d'Apple. Toi, tu veux une vraie rupture en termes d'interface ? Tu penses à ça notamment ? Non, ça doit se rapprocher de ça ? Oui, voilà, c'est qu'il y a un moment où on a envie que ça se fonde un petit peu plus, etc. Mais il faut pas que les gens perdent leurs repères non plus et leurs habitudes. Donc, finalement, ces petites touches là discrètes avec l'amélioration, ces bugs qui disparaissent, c'est très bien. Ouais. Et ces bugs qui apparaissent aussi. Mais du coup, on se rend compte à peine quand on a des utilisations quotidiennes de mail, d'utilisation logicielle. Le plus chiant, c'est justement quand la mise à jour est un peu trop rapide et qu'après, on n'a pas les bons plugins pour certains logiciels et que ça plante et qu'on est obligé d'attendre des mises à jour que tout fonctionne bien. Donc voilà. Non, faut que ça évolue, mais c'est pas encore ça. Rodrigo, de ton côté, un bilan de Yosemite, brièvement ? Je suis circonspect. Non, mais j'ai l'impression que pour toi, Apple est obligé chaque année de faire une mise à jour et peut-être il devrait s'en priver plutôt que de forcer. Non, mais je commence à regretter l'obstination de simplicité de Steve Jobs. Ouais. Tu vois, il se trouve que j'ai un Mac Pro qui bientôt a 8 ans ou 9 ans. Ouais, Yosemite il aura un peu de mal d'ailleurs. Non, il peut pas surtout. Du coup, qui est bloqué à 10.7.5, je sais même plus quel est le nom de Lion. Voilà, donc j'utilise ça sous, je sais pas, Mountain peut-être, j'en sais rien. Donc je suis bloqué sur l'un, mais sur mon MacBook Air, j'ai l'autre. Je vois pas franchement la différence, tu vois, entre les deux. Et je vis essentiellement dans Chrome, qui est mon navigateur sur mes différentes interfaces, différents écrans. C'est plutôt ça mon univers plutôt que l'OS. Tu n'as pas un besoin particulier pour rebondir sur ce que disait Fanny en matière de nouvelles fonctionnalités, en matière d'interface au niveau de l'operating system. Je ne sais même pas comment marche Continuity et méga truc muche. Je viens de faire la démo à la maison. Bien, ça marche tout seul. Le seul truc que j'utilise de temps en temps chez moi, parce que c'est pratique sur mon canapé, c'est je déclare ma télé sur AirPlay en deuxième écran. Ouais. Tu vois, franchement, est-ce que ça vaut ça, c'est déjà dans la version précédente. Et tout l'univers marketing de ça je crois pas. Je vous en avais parlé, il y a plein de numéros par le passé, pour avoir été dans une vie très très antérieure étudiant en système d'exploitation à l'EPITA. Il y a trois fonctions que l'on sépare bien. Il y a le système d'exploitation, le vrai système d'exploitation, le cœur, le noyau, le truc qui communique avec tous les accessoires, les entrées et sorties. Ça s'appelle un système d'exploitation. Je vois pas la différence entre ces trucs. Ouais. Ensuite, il y a l'interface graphique. Aujourd'hui, on est bloqué, on s'est fait tout un gros public entre skeuomorphisme, pas skeuomorphisme, Scott Forstall avec le nouveau gars, avec Johnny Ive. On s'en fout totalement. Laissez-moi le choix. Par-dessus ça, il y a des fonctionnalités. Alors, me dites pas qu'une petite fonctionnalité, parce que la fenêtre de Spotlight, il est en haut à droite ou au centre de l'écran, ça change toute mon expérience. Non. Laissez-moi vivre, quoi. Le reste, c'est du marketing, c'est ça, Rodrigo. Allez, on conclut avec iOS 8, qui était la grande nouveauté de ce WWDC, souvenez-vous. iOS 8, qui était également assez attendu. On a quelques parts de marché, je crois, Paul, quant à l'adoption. Ça a commencé de manière un peu difficile. On ne va pas anticiper l'arrivée d'iOS 8 en septembre, mais on sait déjà que apparemment les utilisateurs sont au rendez-vous en termes d'adoption de la machine. Je vais voir les chiffres pas loin, je vais les lire, ça permet de trouver les images afférentes. Il y aurait déjà près de 64% des iPhones en circulation qui tournent sur iOS 8. C'est pas top par rapport à iOS 7. Ça me semble beaucoup, moi. Parce que, écoute bien, 64% des iPhones sous iOS 8, 32% sous iOS 7, c'est le chiffre d'Apple officiel, c'est le chiffre qu'ils ont communiqué aux développeurs. 4% sous système intérieur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y aurait que 4% des utilisateurs d'iPhone qui seraient sous les anciennes versions avant iOS 7. Ça me semble très peu. Il y a quand même beaucoup d'iPhone 4 encore en circulation, beaucoup d'iPhone 3GS. 4%, vous y croyez? Moi, j'ai du mal. Apparemment, c'est un chiffre officiel. C'est pas apparemment, c'est un chiffre officiel d'Apple communiqué aux développeurs. Ça paraît un peu fou, mais c'est vrai que l'adoption n'est pas massive. Les gens sont restés plutôt sur iOS 7. Il y a énormément d'iPhone 4, quoi. Ouais, oui. C'est peut-être pour ça la raison. Ça bloque. Ouais. C'est tout ce que ça nous inspire.
Allez, on va conclure comme l'émission là-dessus. Allez, un petit peu d'entrain. Qu'est-ce que vous avez aimé sur iOS 8 concrètement? Qu'est-ce que j'ai aimé sur iOS 8? L'iPhone Je sais 6 pas. Plus. Mais il faut dire que j'avais un peu sauté iOS 7. Enfin, c'est pas que je l'avais sauté, mais ça fait quelques années que tu avais sauté l'iPhone, on peut le dire, sans jeu de mots. Voilà. Graveleux, c'est très graveleux. Non, c'est pas grave. J'ai beaucoup de respect pour ces donc gens. c'était pas mon téléphone du quotidien, Voilà, mais ça l'est revenu. Ça, c'est curieux. Donc voilà, mais il faut dire que quand tu dis que les iPhone 4, etc., sont restés sous iOS 7, oui, évidemment, parce que même ceux qui ont fait la mise à jour, souviens-toi, sous iOS 7, ils ont eu du mal. Un peu mordu les doigts sur les. Oui, ils ont vraiment eu du mal. Enfin, c'est voilà, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Même là, les mises, souviens-toi, quand même, on a eu 8, puis 8.01, puis 8.02, etc., etc. 8.01, on va en reparler. On va en parler dans la deuxième partie. Allons-y, concluons. Oui, refaisons une spéciale 8.0.1, tiens. Donc voilà, chalet chaudé, crâne eau froide, là où il y a des gens qui faisaient les mises à jour automatiquement sans se poser de questions. Et puis non, souviens-toi, les histoires de taille de mise à jour, ou si tu les faisais pas over the air, si tu les faisais par iTunes, tout à coup, c'est l'inverse. Si tu les faisais over the air, on te disait, mais non, vous n'avez pas la place. Évidemment, tout à coup, si tu avais un truc à 8 gigas, c'était un peu compliqué. Bref, voilà, c'est peut-être ça qui explique la disparité par rapport aux versions précédentes. Moi, si j'avais une wishlist à faire pour iOS 8, je voudrais qu'il soit un peu plus taillé pour ça. En fait, tous les boutons sont plutôt situés sur la partie haute de l'écran. Il est très pratique. Tu veux que je te remonte le double tap? Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on a beaucoup vanté, si vous permettez. Si on a beaucoup, touche pas mon iPhone. On a beaucoup vanté la complémentarité entre les équipes design matériel et les équipes design logiciel. C'est les mêmes. C'est dirigé par les mêmes. C'est Johnny Ive qui les dirige. Mais cette année, ils ont inversé les rôles. C'est pour ça que ça marche pas bien. C'est vrai qu'on voit, et hommage à Android, un système d'exploitation qui est parfois aussi pensé pour les grands écrans. Et là, il a été plutôt pensé pour un iPhone 5, un iPhone 6, mais pas pour un 6 Plus, même s'il a la double tape. Mais le double tape, voilà, quand il veut, avec le truc noir en haut, excusez-moi, c'est pas maison, ça. Non, il y a des choses à faire pour permettre de naviguer d'une seule main sur l'iPhone 6 Plus. Aujourd'hui, c'est très difficile de le faire, croyez-moi. Et puis, si j'avais une wishlist à faire pour terminer cette émission... Sur la personne dans la rue. Laisse-moi terminer, Rodrigo. Et s'il te plaît... Et si j'avais un dernier souhait, une dernière wishlist, mais pas pour iOS 8, mais pour OS 10, faites-nous un mail. Un vrai nouveau mail qui marche. Et sinon, tu télécharges AirMail. Non, mais faites-nous un vrai nouveau mail qui marche. Et puis, accessoirement, un mail qui marche avec le POP ou l'IMAP de Free. Ça serait bien aussi. Parce que c'est pas encore au point. Alors, je ne sais pas si c'est Free ou si c'est Apple, mais mettez-vous d'accord. J'en peux plus. Voilà. C'est pas un système d'exploitation qu'il te faut. C'est juste une mise à jour du logiciel. Bah ouais, mais il fait partie intégrante du système d'exploitation. On va encore se friter, Rodrigo, je le sens. Mais ça fait quelques années qu'il y a des soucis de Oui, mais il y a eu un débat entre la Commission européenne et Microsoft à ce sujet de faire un bundle de l'OS avec le browser. Ouais. Oui. Il faut unbundler. Allez, le mot de la fin sera pour Rodrigo, puisqu'il voulait prendre la parole. Vas-y, Rodrigo. Ben oui, je me pose la question, Madame Michu dans la rue, ta maman, tu sais, même ta femme, moi. Oui, il a parlé de ta femme. Qu'est-ce qu'on en a à faire, franchement, de ce débat de spécialistes de la spec avec des virgules et des chiffres? On s'en fout, on veut juste un téléphone qui fait des trucs sympas, qui écoute de la musique, qui nous dit où on est, qui prend des photos. Mais moi, je veux que je puisse lire mes mails sur mon Mac. Qui nous connecte à Internet. Et franchement, je pense que la grande masse des gens qui se connectent aujourd'hui et s'en fichent de toutes ces specs super techniques, s'en fichent totalement de la numéro de version 8.0.23 que l'on utilise, de tout notre débat de spécialistes. Ils veulent juste un truc bien, à un prix abordable, donc bon rapport qualité-prix. Allez, d'iOS 8, d'OS 10, on en reparlera dans la deuxième partie de l'émission la semaine prochaine. On va partir tout de suite aux résultats de notre concours. Il y avait à remporter, souvenez-vous, 10 claviers Keys2Go offerts par notre partenaire Logitech lors de la première émission consacrée au shopping de Noël. Et lors de la deuxième, souvenez-vous, il y avait à la fois cette magnifique montre connectée WeThings Activité, mais également des Pulse O2 de WeThings, un tracker d'activité avec son bracelet. Un tracker d'activité. Bon, je vais y arriver. Avec son bracelet également offert par WeThings. On a les gagnants. Fanny, je vais donner les réponses peut-être en attendant que tu sortes les gagnants. Donc la réponse concernant Logitech, la question était quelle est l'autonomie de la batterie du Keys2Go? La réponse était de 3 mois, bravo. Et pour WeThings, la question était quel est le nombre moyen de pas réalisés par un Français pendant une journée?
La réponse était de plus ou moins 500 pas. Je sais, ça peut paraître pas beaucoup, mais c'était la réponse qu'on vous a donnée dans l'émission et c'est la réponse que nous avait donnée Wifix. Donc on nous croit, c'est ça qu'ils vous répondent pas, les réponses que vous pouvez trouver sur Wikipédia, il y a beaucoup eu d'erreurs. Et les gagnants sont pour Logitech, Fanny. Alors, pour Kitugo, on a le grand premier, celui qui a été le plus rapide, c'est Design Air, c'est Ad Air du Cieux. Après, on a Adrien Le Seur, on a Ad Billy 7, on a Ad La Jouve, on a Mickey Officiel, Pierre-François Tilly, Gogolf, Lighty Gris, Amine The Best 75 et Tom DLT. Donc ça, c'était pour le Kitugo. Alors Fanny, quels sont les gagnants de la montre connectée à activité de chez Withings et des 3 capteurs d'activité Pulse O2 du côté de chez Withings? Alors, le grand gagnant pour la montre, c'est F-Incture. Et ensuite, les 3 suivants, c'est Julien Flamand, Ad Fodog et Maxime Dondu. Merci Fanny, voilà, nous sommes arrivés au terme de ce 182e épisode de Refait le Mac. On se retrouve la semaine prochaine pour parler encore de la rétrospective 2014. On va aborder plein de choses, l'arrivée de l'iPhone 6, l'iPhone 6 Plus, l'iMac Retina. On va parler d'autres marques que l'Apple. Je vous rassure, il y aura aussi des concurrents qui seront au menu. Soyez au rendez-vous. On vous retrouve Cédric tous les week-ends sur LCI. Qu'est-ce qu'il y a au menu de la prochaine émission, Cédric? Tu m'en poses une colle. Comme chaque semaine, c'est quelque chose qu'on a enregistré avant les vacances. Si, la rétro, une rétro évidemment, des jeux vidéo de 2014. En attendant, le CES de Las Vegas la semaine prochaine. Bien, merci Cédric. Vous retrouvez Fanny chaque semaine dans Refait le Mac et prochainement pour une Fanny's Party, Fanny. Oui, on se retrouvera le 25 janvier ce coup-ci, donc à la fin du mois de janvier, tranquillement. Voilà, après le CES. Rodrigo, vous le retrouvez chaque semaine dans Refait le Mac, mais également dans son propre podcast, Rodrigo. Il paraît. Rodrigo, l'Emery Rodrigo Show, voilà, c'est dit, je lui permets de gagner du temps. Et notre ami Paul, vous le retrouvez chaque semaine dans Refait le Mac, et tu sais quoi, Paul ? Bonne année, Paul! Et merci, oui, ça va faire 1 an que je suis là. Voilà, bonne année, Paul. Bonne année à vous tous qui nous regardez chaque semaine. Voilà, on donne les applaudissements dans l'oreillette. Merci à la régie. On se retrouve, quant à nous, la semaine prochaine. Soyez au rendez-vous. On va parler plein de choses de cette deuxième partie de l'année de Refait le Mac. Merci encore pour votre fidélité. À la semaine prochaine. Au revoir.